Qu'est-ce qui s'est passé avec X-Men Origins Wolverine? Parce qu'on va pas juste parler d'un mauvais film de super-héros, et même, osons le dire, d'un des pires en la matière. Ce dont on va parler, c'est d'un film qui a traumatisé Hollywood pour une raison bien spécifique. Dans la seconde moitié des années 2000, les super-héros sont en train de tout exploser au box-office. Et logiquement, chaque studio s'accroche aux franchises qu'il possède comme des sangsues. Et je ne parle pas des petites sangsues d'eau douce, mais des monstruosités de King Kong là. Du côté de la 20th Century Fox, ils avaient récupéré chez Marvel les droits des 4 Fantastiques, mais aussi et surtout des X-Men. Et après la trilogie initiée par Bryan Singer et terminée en 2006 avec le tout pourri affrontement final, dont Déborah a très bien parlé en vidéo, l'objectif était de créer une saga de spin-off qui reviendrait sur les origines de certains mutants, en commençant bien sûr par le Wolverine de Hugh Jackman. X-Men Origins Wolverine sort donc le 29 avril 2009 en France, et son échec public et critique aura pour principal mérite d'enterrer ses origin story, en sachant que la suivante était quand même dédiée à Magneto, et se serait déroulée en grande partie dans le camp d'Auschwitz, en référence à la scène du premier X-Men qui nous fait comprendre qu'il est un juif déporté. Le film a même été présenté à l'époque comme un croisement entre le pianiste et X-Men, ce qui aurait été bien sûr du meilleur goût. Alors certes, une partie de cette intrigue et le côté vengeance et traque de nazis a été reprise par X-Men le commencement, mais justement, ça prend pas toute la place avec un truc aussi touchy pour ce qui est de la représentation fictionnelle. Et c'est là que dans 3 ans, évidemment, Kevin Feige va arriver sur la scène du Comic-Con et va annoncer un spin-off sur Magneto réalisé par Jonathan Glazer et qui sera en fait une suite de la zone d'intérêt. Avec un box-office mondial à 370 millions de dollars pour un budget estimé à 150 millions, X-Men Origins a été considéré comme un échec par la Fox, qu'on serait vite tenté de mettre sur le dos de son Deadpool en carton, de ses twists de merde ou de son humour horrible, notamment toute la partie grossophobe gratos qui était déjà bien gênante à l'époque. Et bien sûr, comment ne pas parler de ses effets spéciaux indignes d'une PS2 malade et de la présence au casting d'un putain de Black Eyed Peas avec un chapeau. Qu'est-ce que c'était bien les années 2000 quand même. Mais la Fox vous dirait que le problème était ailleurs, comme on va le voir après ce petit mot sur notre partenaire du jour. Puisque tout le monde est venu pour les grosses griffes viriles de Wolverine, je viens vous parler d'une autre main qui tue, celle de Fièvre Noire, qu'on pourrait décrire comme une odyssée sanglante à la Tarantino, mais plutôt celui du nu en enfer, avec une touche de X-Files et Preacher. Tout tourne autour d'une mystérieuse main coupée qui rend les gens légèrement fous, parce que son origine diabolique a justement de quoi faire perdre la tête à tous ceux qui s'en approchent. Des gangsters se retrouvent avec, sans savoir qu'il y a aussi une agence gouvernementale sur le coup, ainsi qu'une histoire de meurtre, de conspiration, de morts-vivants et de satanisme derrière. Et encore, ça c'est que le début du bordel, parce que la suite est apocalyptique, littéralement. Fièvre Noire, c'est le nouveau roman de Keith Rawson et le premier publié en France, qui fera plaisir aux fans de Bourbon Kid, mais pas que. Ça sort chez Sonatine le 13 mai, c'est très amusant, il y a beaucoup d'humour à encore plus de sang, et il y a un côté sale gosse qui rend la lecture très facile et agréable, avec un art de la description des ambiances de l'Amérique profonde et des gueules cassées assez réjouissant. Quasiment chaque nouveau chapitre ouvre de nouvelles portes dans ce joyeux cauchemar, un peu comme si Keith Rawson avait essayé de compiler tout ce qu'on aime dans ce genre d'histoire. Et si vous vous demandez encore à quel point ça peut vous plaire, je vais vous citer une phrase qui m'a particulièrement conquis. Ils se prennent les pieds dans leur propre bite. Voilà, Fièvre Noire, c'est disponible dès le 13 mai chez Sonatine, et ça fera un parfait cadeau à quelqu'un de bon goût que vous appréciez. Le 31 mars 2009, soit un mois avant sa sortie en salle, X-Men Origins Wolverine a fuité sur internet. Et même si la problématique du piratage était déjà très importante pour toutes les industries culturelles, ce cas a fait figure de précédent. Parce qu'on ne parle pas seulement d'une version du film qui a fini sur le net, mais d'une version non finalisée du film. Et vraiment non finalisée parce qu'on y retrouve des câbles, des fonds verts ou des compositings en cours de création. Fox a essayé de réagir très vite et a fait supprimer la source du leak, mais c'était trop tard. Le fichier était dans la nature numérique, impossible de revenir en arrière. La question c'est de savoir comment une telle faille de sécurité a pu arriver. Et la réponse est pas si simple. Parce que si je voulais aller vite, je vous dirais que le FBI a retracé la source du leak et a arrêté en décembre 2009 un homme new-yorkais du nom de Gilberto Sanchez. L'accusé n'a pas cherché à démentir et pourtant il n'avait aucun lien avec le milieu du cinéma. Donc comment a-t-il pu se retrouver en possession de cette copie de travail d'X-Men Origins? Comme il l'a révélé un peu plus tard, Gilberto Sanchez avait l'habitude de manger dans un restaurant chinois de son quartier. Et un jour, un homme est entré dans le restaurant et Sanchez l'a identifié comme étant coréen. C'est tout ce qu'on sait. Le mec l'a approché pour lui proposer des DVD pirates vendus à la sauvette. Et c'est là qu'il lui aurait dit « Hey,
psst, si tu veux, j'ai le nouveau X-Men. Sanchez est logiquement perplexe et le coréen, on va l'appeler comme ça faute de mieux, lui montre un extrait du film sur un lecteur DVD portable. C'était bien les années 2000. Sanchez achète la copie et quelques jours plus tard, la partage sur ce petit ange parti trop tôt qui était méga upload. Le film se répand comme une traînée de poudre, Sanchez se fait arrêter fin 2009 et se retrouve condamné en 2011 à 1 an de prison. Ce qui est pas si mal compte tenu qu'il risquait 3 ans et 250 000 $ d'amende. La Fox, de son côté, estime que la copie de travail aurait été téléchargée environ 4,5 millions de fois avant la sortie du film, causant forcément des pertes au box-office. Alors, je vais pas vous dire que Gilberto Sanchez ne méritait pas sa peine de prison. C'est lui qui a posté le film sur internet, c'est son acte, sa responsabilité. Cela étant dit, on voit bien que ce genre d'affaires implique toujours de trouver un bouc émissaire, de mettre la faute sur une personne pour pallier l'absence de résultats juridiques envers des systèmes devenus hors de contrôle. Et les choses n'ont pas beaucoup changé en 30 ans. Internet est une jungle où les tech bros de la Silicon Valley font la loi, et c'est bien ces tech bros qui ont créé les premiers sites de téléchargement illégaux, qu'ils ont lancés en sachant pertinemment que la légifération serait tardive. Sauf que, comme à chaque fois, dès que la boîte de Pandore est ouverte, c'est dur de la refermer. C'est en soi exactement ce qu'on expérimente aujourd'hui avec l'émergence de l'IA générative. C'est pas abouti technologiquement, pas du tout légiféré, et pourtant ça a été lancé et ça a déjà des impacts plus ou moins désastreux sur nos vies. Ce que je veux dire, c'est que c'est facile de s'en prendre aux utilisateurs et à leur libre arbitre, mais c'est aussi oublier que ces bouleversements se présentent à nous en bons princes charmants qui nous posent délicatement sur un tapis volant et nous promettent un monde ô mille et une splendeur. Ma métaphore était foireuse, mais vous avez l'idée. C'est pourquoi, plutôt que de s'en prendre à la racine du problème, beaucoup de labels musicaux et de studios de cinéma ont attaqué juridiquement des gens comme vous et moi pour des sommes absurdes, sous prétexte que la peur devenait la seule manière de combattre le piratage. Faut quand même se rappeler que durant toute la seconde moitié des années 2000, les gens comme moi, qui achetaient déjà beaucoup de DVD, devaient se bouffer en préambule une vague de culpabilisation qui nous demandait, en toute délicatesse: « Et toi, tu volerais pas une voiture? Tu volerais pas un sac à main? Est-ce que tu volerais une télé, sale fils de... » Si je dis tout ça, c'est parce que les grandes corporations n'en ont jamais grand-chose à faire des conséquences à long terme de ce genre de chamboulements sociétaux, tant qu'ils ne perdent pas le contrôle sur leurs produits. C'est d'ailleurs pour cette raison que tout le monde a privilégié l'émergence du streaming dans les années 2010, quand bien même le business model n'arrive toujours pas à être rentable. Et la contrepartie la plus terrible, c'est qu'on a tous perdu notre possession réelle des œuvres au passage, au profit d'abonnements toujours plus exorbitants pour un accès à des services qui nous donnent accès à des œuvres. Bon, je vais pas non plus cracher sur les abonnements, puisqu'on propose le nôtre à écran large, et il est devenu essentiel pour notre maintien financier en tant que média indépendant. Mais nous, on tient à ce que notre travail soit accessible le plus possible gratuitement, et c'est le cas notamment de ces vidéos. Donc il y a des contreparties sur notre site, contre quelques euros par mois, comme des dossiers exclusifs chaque semaine, mais cet abonnement, il sert surtout à ce qu'on puisse continuer à faire ce qu'on fait. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Bon, je me suis peut-être un peu éloigné de mon sujet, mais c'est parce que la Fox a essayé de créer un narratif assez fumeux autour de l'échec d'X-Men Origins Wolverine, et il est important qu'on le démonte. Déjà, il faut pointer du doigt les vrais responsables du leak, et oh surprise, c'est la Fox elle-même, et en partie son grand patron, Rupert Murdoch, mania des médias qui possédait donc à l'époque News Corporation, le groupe dans lequel on retrouvait la 20th Century Fox et ses dérivés télévisuels comme la chaîne Fox News. Bon, je vais pas vous faire le portrait de Murdoch, un libertarien plus qui utilise ses médias pour faire passer ses idées d'extrême droite, et qui est un peu devenu le moule pour des mecs comme Vincent Bolloré. Un homme charmant donc. Mais pas mal de rumeurs couraient sur sa responsabilité par rapport à la fuite du film. Et ça a été confirmé en 2019 par Ted Gagliano, l'ancien président de la post-production des films chez Fox. Il était concerné par ces questions de sécurité à cause de tous les départements qui peuvent travailler sur la post-production d'un film. Et comme il le dit lui-même, We thought we had good practices at the time, and we broke our own rules. Hugh Jackman était à New York pour faire de l'ADR, c'est-à-dire des ajustements de son, des réenregistrements de dialogue ou de bruit qui sont très courants en post-prod. C'est là qu'il croise Rupert Murdoch. Il lui dit qu'X-Men Origins est super. Murdoch est enthousiaste et décide d'inviter le week-end même Jackman sur l'un de ses bateaux. Un samedi comme un autre, je suppose. Et il demande donc à recevoir un DVD du film le plus rapidement possible. Gagliano est emmerdé parce que les protocoles de sécurité ne sont pas censés permettre ça. Déjà, s'il fallait vraiment faire ce genre de choses rapidement, ils l'auraient fait depuis leur QG à Los Angeles, mais ils n'avaient pas le temps pour ça. Donc ils l'ont fait depuis New York et le studio où s'enregistrait l'ADR. Première bêtise. Dans la précipitation, ils n'ont pas non plus respecté les protocoles en ce qui concerne les watermarks.
ces espèces de tampons numériques qu'on met sur l'image et qui permettent de retracer facilement la source si un fichier devait se retrouver sur internet. Et ça sert justement à dissuader. Aujourd'hui, le watermark n'est pas seulement utilisé en post-prod, mais la presse y a droit aussi. Les liens privés de films ou de séries sont assez courants et la plupart du temps, il y a votre nom ou votre adresse mail sur le côté, ou pire, en semi-transparent en plein milieu de l'écran. Toujours un bonheur. Mais bref, pour mettre ce genre de sécurité sur un DVD, dans un contexte aussi spécial, pour assurer qu'il ne soit vu que dans des circonstances particulières, ça aurait demandé un certain temps que Gagliano n'avait pas. Donc cette copie de travail manquait de protection. Au final, l'équipe de Rupert Murdoch s'est rendu compte que cette version était loin d'être aboutie et a donc conseillé au patron de la Fox de ne pas la regarder. Il a accepté, mais dans le doute, le film est resté sur le serveur du studio d'ADR, au cas où il changerait d'avis. En théorie, ce genre de serveur est nettoyé très régulièrement pour éviter que des dossiers sensibles y traînent. Sauf que tout le monde a fini par oublier l'existence de cette copie. Quelqu'un, on ne saura jamais qui, l'a vue, l'a copiée sur une clé USB, et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée disponible en DVD pirate dans la rue, avant de finir en ligne. Gagliano vous dira que la morale de l'histoire, c'est que toute l'industrie a compris que les protocoles de sécurité sont là pour une raison, et qu'il est impossible d'endiguer une crise pareille une fois qu'Internet est concerné. D'ailleurs, pour la blague, la Fox n'a pas été aidée en interne. Un journaliste freelance de Fox News du nom de Roger Friedman a osé faire sur le site de la chaîne d'info une critique d'X-Men Origins Wolverine à partir de la copie pirate et en précisant dans son texte à quel point c'était facile de l'obtenir. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de connerie? À la surprise de personne sauf de Friedman, il s'est fait virer dans la foulée. Le truc, c'est que la fuite du film a engendré pas mal d'actions et de propos désespérés, qu'il faut pas mal relativiser aujourd'hui. Par exemple, dans la panique, Tom Rothman, l'ancien président de la division cinéma de la Fox, et bon, je m'apprête à lui taper dessus, mais je tiens à préciser qu'il a en partie fondé le label Searchlight, bravo monsieur. Donc Rothman avait assuré que la version pirate n'était pas représentative du film. Ce qui est pas faux en l'état. Sauf qu'il a aussi affirmé que la copie de travail ne prenait pas en compte 10 minutes de reshoot qui avait été fait quelques mois plus tôt. Ce qui est un immense mytho, puisque la version définitive d'X-Men Origins a exactement le même montage. Et comme Hollywood retombe toujours sur ses pattes, l'échec du film a été mis sur le dos du leak, alors que les experts qui ont estimé les dégâts n'allaient jamais vraiment au-dessus de 10 ou 20 millions de dollars de pertes, ce qui pour un film comme ça reste un peu de l'argent de poche. Je parlais d'ailleurs d'échec, mais ça tient en partie au fait que la saga X-Men était en constante progression au box-office depuis le premier film. X-Men 2 avait atteint la barre des 400 millions de dollars de recettes mondiales, et X-Men 3 avait cumulé 460 millions. La redescente de Wolverine à 370 millions est pas si énorme, et à vrai dire, le film a fait mieux que son successeur, X-Men le commencement, qui a plafonné à 350 millions de dollars à l'époque. Donc il serait peut-être temps d'admettre que l'annulation des X-Men Origins tient avant tout au fait que la direction prise était pourrie. La réception critique du premier film a globalement été négative. Ryan Reynolds n'a jamais cessé de se moquer du traitement de Deadpool qu'il a lui-même repris à zéro pour son propre film. Et au-delà de la fuite, X-Men Origins Wolverine est l'exemple typique du blockbuster connu pour sa production troublée par l'ingérence de son studio, ce qui se ressent dans le résultat final. Le film semblait juste déjà daté dans son adaptation très simpliste et ridicule des codes des comics, surtout que le film est sorti 1 an après The Dark Knight et le premier Iron Man. Et aux surprises, c'est à partir de ce moment-là que la Fox a arrêté de confier les films X-Men à des trouducs comme Brett Ratner ou Gavin Hood pour aller chercher des réalisateurs vraiment intéressants et au moins passionnés par le sujet, comme Matthew Vaughn ou James Mangold. Donc non, X-Men Origins Wolverine n'est pas mort à cause de son leak, aussi problématique qu'il ait pu être. Ça a toujours été un film bien mort-né, ce qui est un peu ironique pour notre ami le glouton immortel. Je suis un glouton par jour! Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a pas mal parlé d'X-Men sur écran large, on a retracé toute la saga dans notre podcast La Réu. Il y a la vidéo de Déborah sur X-Men 3, mais si vous voulez une vidéo un peu plus positive, il y a celle de Geoffrey sur X-Men 2. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!